Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Je suis Arnaud Kikou et il y a également moi, Corentin, avec le moi. Coco. Exactement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format Backy Shoes, qui est une revue de comics avec un numéro spécial qui est ancré sur de la VF. Voilà. Et ben ma foi, on s'est bien débrouillé. On est bien là, ouais. finalement. Des passe-passe et tout. Mmh. Tiens, tu fais ping, je fais pong, bam boum. Oui. Et ça, c'est beau, les gens sont passionnés par nous écouter. Voilà. Mais c'était nul. Mais si t'es pas content, attaque normalement, sans idée particulière. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré avec une introduction sans idée particulière, puisqu'on va simplement vous dire que vous écoutez votre podcast comics préféré avec un numéro Back Issues qui est donc votre revue de comics tout simplement. Voilà, votre petit moment où on vous parle de bandes dessinées qu'on a lues et puis on vous dit « Ouais, j'ai bien aimé !» Et ensuite, on vous dit de les acheter pour nous donner plein de moulaga et comme ça, on se paie une piscine en marbre avec un fond de caviar, les gars, ça va être incroyable et vous serez tous invités à l'inauguration. Ouais. C'est du gâchis. Complètement. C'est ça quand on est riche, on s'en prend. On s'en bat les steaks complètement. Corentin, bienvenue. Ça va et toi? Ça, je t'ai pas du tout demandé si ça allait parce que je m'en bats les reins. Mais ça démarre fort. Mais j'espère que tu vas bien quand même aujourd'hui. Donc bonjour, on est là pour parler de comics avec une petite sélection, toute petite. Là, on a que 4 bouquins, mais on a des choses à dire dessus. Donc peut-être que ça va durer 3h30. Il faut acheter les 4, attention. Faut acheter les 4. Là, il faut plutôt acheter les 4, effectivement. Donc, on espère que vous avez mis vos sous de côté. Et, la paye vient de tomber, là. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, ça devrait le faire. Plus tard. Oui, après tout, la nourriture de l'esprit est celle du corps aussi. Donc, voilà, oui. quelque part. Pendant une courte période, après tu meurs. Mais oui, c'est ça. Mais au moins, tu as été bien nourri de l'esprit. Tout à fait. Et c'est ça qui compte. De quoi on parle, Arnaud? Eh bien, on va parler d'un titre qui s'appelle Big Girls, qui était l'un des 2 titres donc, de lancement de l'éditeur 404 Comics qu'on a reçu ici même dans nos bureaux. Voilà, ça c'est toujours. C'est un bureau. Oui, techniquement c'est un bureau. Et donc c'est nos bureaux. Et donc c'est nos bureaux. Voilà. Et parfois les miens. Voilà. Et donc. C'est aussi nos studios. Oui. Quelque part. Notre studio d'enregistrement, voilà, effectivement. Avec un duplex qui donne sur l'extérieur. Tout à fait. Quand il fait beau. Voilà, donc bien entendu, sur le Tipeee, vous avez une vidéo making-of des coulisses de production de First Print avec une scène coupée de Arnaud en slip qui enregistre son podcast. C'est absolument beau à voir. Incroyable. Ouais, ça vaut le coup de tiper, moi, à votre place. Ouais, genre, je tiperai. Ouais. Allez, trêve de bavardage. Donc, on avait reçu Nicolas Beaujoin, directeur éditorial de 404 Comics, dans un récent Super Friends. Et donc, maintenant qu'il n'est plus avec nous, c'est le moment un petit peu de parler de l'un de ces 2 titres et de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Alors, Big Girls, on en avait déjà parlé, je crois, à l'époque, quand ça sortait en VO chez Image Comics. C'est un titre écrit et dessiné par Jason Howard, qui est donc le collaborateur de Warren Ellis sur Trees, mais aussi sur Cemetery Beach. Beach. Ouais, non, c'est Cemetery Beach. Et donc là, c'est sa première série donc avec à l'écriture qui s'intéresse au genre du kaiju, puisque on est dans un monde où un virus, un méga organisme a contaminer l'espèce humaine, et en fait les spécimens mâles qui sont contaminés, en fait une partie d'entre eux va devenir monstrueusement gigantesque et monstrueusement monstrueux en fait, voilà. Tout à fait, voilà. Ce sont des gros monstres très agressifs, et en revanche certaines femmes qui sont touchées par le même agent pathogène deviennent simplement gigantesques. Ce sont des big girls, et donc elles sont employées par le gouvernement encore en place, voilà, pour protéger les habitations de cette menace. Et donc on va suivre le parcours de Amber, donc Amber qui est une big girl qui a été arrachée à sa famille de la campagne pour aller dans la grande ville et protéger d'une attaque des monstres, des attaques qui deviennent de plus en plus nombreuses. Et le récit va nous montrer que la réalité n'est peut-être pas aussi manichéenne qu'elle ne semble l'être, c'est-à-dire que
peut-être que les monstres sont pas si monstrueux et peut-être que ceux qui disent et qui clament haut et fort œuvrer pour le bien sont peut-être pas aussi clean qu'ils en ont l'air. Corentin, peux-tu me dire un petit peu ce que tu as pensé de ce récit? Non, je peux pas. D'accord. Voilà. C'est un peu problématique. J'ai essayé. Ouais. Non, comme je l'avais dit en fait à l'époque, on avait parlé des premiers numéros. Ça a à la fois toutes les qualités d'un travail de jeunesse, entre guillemets, même si Jason Howard est un mec qui travaille depuis un petit moment. Et qui n'est plus tout jeune. Et qui n'est plus tout jeune. Ce sont ses débuts à l'écriture de scénarios de BD. Donc il y a des erreurs de scénario, mais dans l'ensemble, ça reste quand même une très bonne œuvre, une très bonne aventure. Qui donc effectivement est traversée d'influences comme ça. Il y a des références très explicites à Gulliver. Un personnage s'appelle Gulliver d'ailleurs dedans. Ouais. Il y a une scène qui reproduit justement Gulliver chez les Lilliputiens. Tout à fait. Il y a ces influences japonaises qui convoqueront Evangelion, Pacific Rim selon les goûts et choix des gens. Moi j'ai trouvé ça effectivement assez cool. Jason Howard c'est un mec qui a toujours dit je suis devenu dessinateur pour dessiner des trucs cool, donc ça tombe plutôt bien. Qui déjà sur Cemetery Bitch avait ça va avait un peu je me demandais à Warren Ellis en fait de passer sur des trucs un peu plus musclés, avec des imaginaires un peu plus science-fictionnels compatibles. Ouais, parce que les gros arbres extraterrestres là, on se faisait un peu chier quoi. C'est vrai qu'en France, on a quand même vachement découvert son travail avec Trees, donc qui était édité chez Urban. Qui est une série de science-fiction dépressive un petit peu à la The Leftovers, mélangée avec de l'alien, avec des vaisseaux tubulaires qui s'écrasent sur Terre. C'était vachement bien. Hein. Cemetery Beach qui est plus dans une sorte de réflexion un peu comme ce film Iron Sky, tu vois. Donc c'est des gens qui dans les années 20 sont partis sur la Lune, ont fondé une civilisation et on les a laissés un petit peu entre eux pendant très très longtemps jusqu'à ce que l'humain réussisse à arriver jusqu'à chez eux, et donc série d'actions avec beaucoup de vaisseaux, de flingues, des grandes courses poursuites très très longues. Piou piou. Piou piou piou. Et là, quelque part, on est encore un petit peu sur la création d'univers, puisque effectivement, il y a à la fois ces influences à la Akira, avec un colonel, aide-moi, Tannic. C'est le Marshal supérieur Tannic. Marshal Tannic qui fait beaucoup penser au colonel de Akira, avec effectivement ce côté un petit peu aussi La Femme de 50 pieds, qui est donc un chef-d'œuvre de la série B des années 50, avec une femme géante, et donc ça convoque différentes rencontres entre eux. Effectivement, le propos, alors lui, ce qu'il en disait, c'est qu'il avait eu l'envie en fait d'écrire Big Girls après avoir justement appris des choses par rapport à la guerre en Irak et le fait que les États-Unis, qui pensaient être les gentils de l'histoire, avaient pratiqué de la torture sur des insurgés ou même des civils. Et voilà, c'est un peu la réflexion sur tu penses que t'es dans le bon camp, mais c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un bon camp? C'est quoi le bon camp? Comment après toi tu peux t'affranchir justement de ce côté-là? Il y a une réflexion quand même sur le patriarcat aussi. De ouf, un marshal masculin qui commande à des femmes qui sont beaucoup plus puissantes que lui. Et qui lui obéissent quand même. Et qui lui obéissent, qui ont besoin entre guillemets de cette domination et qui vont peut-être s'en affranchir. Donc il y a un propos sur la maternité aussi, sur justement le différentiel paternel-maternel, notamment dans le fait t'as un bébé qui est infecté, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est plutôt intelligent en vérité, derrière le côté en fait jusqu'où les graphiques, que évidemment c'est très beau à regarder, hein, c'est très dynamique. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment Howard justement pense son scénario en termes de découpage, puisque finalement en fait c'est là que j'ai un reproche à faire. Moi je trouve que le scénario un petit peu gâche de bonnes idées en allant trop vite vers une conclusion, quitte à justement sacrifier un peu le storytelling autour par exemple du personnage de Tannic, qui quelque part était un militaire plus intéressant que juste cette caricature un petit peu brouillonne à l'américaine. Ouais, du méchant général américain. Ça, voilà, du général générique. Ça va bien plus loin. Et puis... C'est ça. Mais après, encore une fois, bon, déjà, il y aura une suite. Et accessoirement, c'est vrai que pour un premier travail d'écriture, ça, c'est quand même plutôt bien foutu. Les dialogues sonnent justes. Il y a des idées qui sont posées. Il y a un univers qui est dense, qui est cohérent, qui est assez émotionnel. En plus, il y a des scènes qui sont assez fortes, assez poignantes, dans le rapport justement à la parentalité. C'est vraiment plutôt bien fichu. Moi, je me suis bien éclaté. C'est vrai qu'en tant que fan de Monstres Géants, je trouve ça très cool que on ait un artiste aussi compétent et aussi talentueux pour dessiner justement ces magnifiques lignes de fuite dans ces décors très carrés, avec justement des combats qui sont très manga en fait quelque part, qui cherchent pas du tout le réalisme, qui sont vraiment dans le cartoon élancé, dynamique. C'est quoi une ligne de fuite, Corentin? Une ligne de fuite, c'est le point à partir duquel tu crées la perspective dans ton dessin. Donc par exemple, en l'occurrence, mettons vous êtes une femme géante qui mettait peut-être un monstre géant. On voit le monstre géant en premier plan, derrière on voit le personnage féminin, et la structure de la case donne l'impression de mouvement, de fluidité, de dynamisme et de la trajectoire que prend le monstre qui a été envoyé valdinguer. Merci Corentin. Il y a aussi des trucs comme par exemple le fait que les Big Girls sont majoritairement structurées sur des formes carrées ou rectangulaires, notamment au niveau de leur gear et au niveau aussi de leur gueule, là où les monstres sont plutôt foutus en termes de rond. Ouais.
Ce qui quelque part participe aussi à la réflexion sur le genre, parce qu'il y a quand même des vrais punchlines par rapport au genre. Quand Amber dit le problème c'est les mecs, etc. Je me demande même si Howard, qui on le sait a été un peu choqué par les révélations autour de Warren Ellis, qui a été quand même un ami pour lui et qui quelque part avait après réagi en disant si vous faites du mal aux femmes, vous n'êtes pas mon ami, etc. Peut-être qu'il y a justement une envie de mettre cette thématique au cœur de l'équation. Il faudrait voir en termes de temporalité à quel moment il l'a écrit et à quel moment les choses sur Warren sont ressorties. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien. MeToo, etc. Enfin, je pense qu'il a quand même il a fait un choix conscient en prenant des big girls et en instillant justement cette réflexion sur même le corps. Tu vois, la scène avec Gulliver, c'est t'as une femme gigantesque en tenue légère, entre guillemets. Il y a un propos sur le regard du scientifique qui la voit comme un objet, etc. En l'occurrence, un objet scientifique, on est d'accord. Mais je pense que c'est vraiment plus finaux que ça n'a l'air sur le papier. Moi, je trouve ça bien écrit, etc. La fin, effectivement, un peu s'aborder, mais il peut rebondir sur une suite qui sera plus compliquée, qui poussera un peu des idées qui ont été un peu laissées en jachère pour le premier volume. Qui permettra surtout d'étendre l'univers, en fait, parce qu'il y a quand même une certaine frustration au final à rester cantonné sur une seule ville. Voilà, c'est ça, une grosse unité de lieu, alors qu'on sait que c'est un univers qui ne demande qu'à être développé. Alors, à voir, c'est vrai que la fin appelle à une suite. Alors, je sais pas, on sait pas à l'heure actuelle. Hein. D'ailleurs, spoiler alert, Jason Howard a été contacté pour faire un Super Friends en VO. Donc, on espère que ça pourra se faire là dans les prochaines semaines. Voilà, tout simplement. Donc, je l'annonce comme ça. Et non, mais ce sera l'occasion de lui demander si la suite est bel et bien en préparation du côté de chez Image. Est-ce que ça, je sais pas s'ils doivent un petit peu attendre les retours sur les trades qui viennent aussi également de sortir en VO. Mais il y a clairement un extérieur à aller explorer. Il y a pas mal de questions qui restent encore sans réponse. Et je trouvais que par rapport aux propos, en fait, sur la fin, je trouvais qu'il y a tout un panel de nuances qui était assez vite expédié au final, tu vois, et notamment effectivement par rapport au personnage de Tannic où c'est un peu comme tu vois cette problématique qui a été explorée de façon tout à fait parallèle sur les méchants d'extrême gauche, on va dire, dans les séries télévisées qui d'un coup se mettent à faire des actes complètement inhumains pour que le spectateur en fait puisse s'identifier plus s'identifier au vilain. Je pense à Black Panther, je pense à Falcon et Winter Soldier, ce genre de choses, quoi, tu vois, où d'un côté en fait le méchant a des volontés, enfin des motivations qui sont ultra compréhensibles, mais on va quand même le faire exploser un hôpital d'enfants paraplégiques parce qu'il faut une fin, enfin en l'occurrence là parce qu'il faut une fin qui permette de remettre un schéma plus manichéen dans l'équation, parce que c'est ça qu'il faut pour une scène explosive qui marche à la fin, quoi. Ouais, et dans cet aspect-là, parfois, moi alors je comprends le discours que Howard veut faire un peu sur le fait qu'il y a des nuances, il y a des problèmes, les questions sociétales sont complexes, elles sont pas manichéennes, et en même temps, par rapport justement à certaines envolées du départ, où vraiment s'il y a vraiment enfin, je dis ça, je dis rien, mais s'il y a clairement quelque chose qui déconne dans le monde, c'est les mecs, et au final, on en revient à quelque chose de plus lisse en voulant pas forcément dire que si il y a un problème avec les mecs, tu vois, et d'essayer de lisser le propos pour pas vexer en fait justement le lectorat masculin. J'ai trouvé ça un petit peu particulier. C'est quelque chose qui moi personnellement m'avait un peu déstabilisé, notamment au moment de faire la trad dessus. Ouais, après il faut quand même dire que c'est un vrai exercice de savoir à la fois faire du world building, construire une intrigue sur 6 numéros et laisser une place à l'action qui est ce qu'elle est en l'occurrence. Moi je trouve quand même que le volume est fort dans les moments où justement il part dans de l'émotionnel pur et fort sur les scènes de baston. On a un public en France qui est très fan de ce genre de production, très inspiré par le Japon. À mon avis, tu prends pas un gros risque en comprenant que, encore une fois, c'est un scénariste débutant. Donc en fait, moi je recommanderais quand même de le lire, ce que j'ai dit dans la critique que j'avais écrite pour Comics Blog. Et en plus, vous aurez du coup la chance de soutenir 404 et de donner une pérennité à cette maison d'édition qui vient tout juste de se lancer, ce qui est quand même plutôt... Enfin, si on veut, entre guillemets, que le marché soit vivant et accueille nos propositions, il faut aussi donner sa chance au produit, comme on dit. Effectivement, et puis voilà. Tu veux dire que tu as traduit le bouquin, c'est ça? Non, je l'ai déjà dit, et les gens qui nous écoutent le savent maintenant, mais disons que si vous voulez aussi soutenir du coup un jeune traducteur débutant, et ben c'est aussi une façon de soutenir ce travail-là, c'est aussi de prendre le bouquin, effectivement. Et mais après, personnellement, ce que je voulais le faire, mais du coup, tu vois, j'ai un peu suivi les critiques des collègues et autres sites et tout ça, et alors quelques-uns qui me connaissent ont dit ouais, c'est bien, machin, donc c'est cool, mais sinon la majorité des autres gens en fait n'ont absolument dit aucun mot sur la traduction. Et moi, je trouve que c'est vachement bien parce que dire qu'elle n'a pas dénoté, en fait. Voilà, c'est que en fait, personne n'était choqué en train de dire mais c'est très n'importe comment, c'est de la merde. C'est ce qu'on nous dit aussi en projectionniste. C'est un bon projectionniste, c'est un mec dont on ne remarque pas le travail. Quand c'est fluide et justement que ça s'intègre à une expérience, qu'en fait, tu fais pas gaffe en mode genre, ah tiens, la VF, elle est chelou, c'est qu'en fait, t'as bien fait ton boulot.
Donc simplement. Peut-être qu'Arnaud, tu as fait ton boulot correctement. Peut-être. Après, j'imagine justement, enfin, que si c'était pas bien fait, que Nicolas m'aurait fait des retours, il m'aurait dit non, c'est pas bien. Tu nous écoutes, Nicolas, tu me dis quand même si tu t'es forcé pour pas, parce que je sais pas, t'avais peur de moi, je sais pas. Je peux comprendre effectivement. Il a un piercing à la langue quand même. Il a un piercing à la langue. C'est vrai. Ça fait peur. Ça fait punk. Ça te fait pas peur quand même? Ça me fait super peur. Je suis terrifié là, je trouve. Mais non, allez, arrête. Enfin. Je sais que c'est ce qui t'attire un petit peu chez moi. Alors ensuite, justement, pour ne pas évoquer ton attirance envers ma propre personne, je voulais juste te dire que ça coûtait 15,90 € du coup, donc ça venait de sortir. Et quand même, ce petit... alors c'est quoi le terme technique? Pantone, je sais pas quoi, Pantone fluo pour le Big Girls en orange qui détonne. Je trouve que c'est un très joli effet de fab, donc avis aussi à tous nos amis éditeurs. Faites des effets de fab de bâtard, là, amusez-vous un petit peu avec les bouquins parce que, mine de rien, c'est ça aussi parfois qui nous fait craquer pour un livre, c'est juste qu'il a l'air beau et que parfois, même si c'est pas bien de juger un livre à sa couverture, parfois ça pèse dans la balance. Et donc, l'occasion de switcher avec un titre Urban Comics, mais pas du DC, mais de l'indé, enfin une forme d'indé un petit peu particulière, parce que... c'est du DC. Oui, c'est dans le DC Black Label, mais ça fait partie... C'est du DC. Et... Oh, ça suffit? Oui. Merci. Et donc, ça s'appelle Basket Full of Heads. C'est écrit par Joe Hill et c'est dessiné par Leo Max. Et c'est... c'est le titre de lancement du label Hill House, qui était une sorte de label un petit peu pop-up tel qu'on en a chez DC Comics avec par exemple le Young Animal de Gerard Way, et qui est donc vraiment un label horrifique tout simplement parce que Joe Hill c'est le créateur de Lock and Key, c'est aussi un romancier qui est accessoirement le fils de Stephen King, l'un des plus grands écrivains américains d'horreur, et donc Joe Hill suit un peu dans les traces de son papa là-dessus puisqu'il c'est aussi ce registre-là qu'il explore. Il est très adapté aussi comme son père. Ouais, et c'est un bon auteur aussi comme son père, donc quelque part il a eu un bon professeur. Avez-vous vu le film Horns de Alexandre Aja? Oui, il est très bien. Oui, il est très très bien. Et c'est lui qui l'a écrit. Tout à fait, c'est un roman à la base. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc voilà, il avait eu une petite carte blanche chez DC pour faire un label, enfin voilà, son petit imprint dans le Black Label, qui est devenu un peu voilà un label un peu fourre-tout, à la fois pour faire vivre des titres d'auteurs sur des personnages DC Comics vraiment super-héros, et aussi avoir quelques propositions plutôt originales, comme le Dernier des Dieux par exemple, comme les titres Hill House, ou encore le récent The Nice House on the Lake de James Tynion. Le critère fédérateur étant généralement que ça s'adresse à un lectorat d'adultes. Plutôt adulte, on va dire, et du coup là effectivement pour de l'horreur c'est plutôt bien placé. Voilà, donc de quoi ça parle? Ça parle de June Branch, donc une jeune femme qui rejoint son copain alors c'est une bourgade située un peu sur une presqu'île, et en fait la tempête arrive et coupe un petit peu voilà tout moyen de rejoindre l'extérieur, et au même moment la prison, enfin voilà des personnages, enfin des personnes s'évadent de prison, sont un petit peu des gens qui sont dangereux, et alors le pitch vraiment c'est que grosso modo June va se retrouver prise à partie par l'un de ses malfrats. Pour se défendre, va utiliser en fait une hache qui est une hache viking qui est en fait fait partie d'une collection privée voilà d'un des locaux de la ville, et en voulant se défendre elle va lui couper la tête, et le truc c'est que la tête continue de parler. Et donc ça c'est vraiment le topo de départ, et après on ne vous dit rien de plus pour ne pas divulgacher l'intrigue qui mêle vraiment très très bien ce registre du slasher des années 80-90 on va dire, mais avec des codes qui sont adaptés à une écriture plus moderne, notamment sur June Branch qui sera un petit peu la Last Girl en fait en général, tu vois, c'est la dernière Scream Queen. La Scream Queen aussi, ouais, par exemple, qui est vraiment cette figure du personnage féminin qui est celle qui est voilà, poursuivie par le grand méchant, sauf que du coup cette Last Girl devient un petit peu la boogeyman quelque part, vu que c'est elle qui coupe des têtes mine de rien avec cette hache. Il y a un vrai mystère qui se déroule au fur et à mesure des chapitres qui te permettent de comprendre les tenants et les aboutissants d'une intrigue qui du coup enfin vraiment joue très bien sur la mécanique du thriller, du ce que vous croyez n'est pas ce que vous pensez voir, ce genre de choses. Je trouve que là-dessus Joe Hill il manie très très bien la chose, ce genre de mystère qui se résout petit à petit. C'est quelque chose que même dans Lock and Key tu l'apercevais déjà au fur et à mesure des révélations sur l'utilisation des clés et tout ça, et puis il y a une forme d'humour noir aussi que moi je trouve assez délicieuse, notamment dans les répliques. Enfin June elle est ultra sarcastique, et
de façon assez... c'est pour ça que je parle un peu de contexte moderne, c'est-à-dire que ça remet vachement à la place voilà, des stéréotypes masculins très masculins en fait, enfin masculinistes presque, grosso modo, et June ne se laisse jamais faire quoi. Et enfin, je la trouve vraiment super bien écrite, tout simplement. C'est un personnage que je trouve que dès le départ, tu la kiffes en fait, vraiment. Elle est vraiment super chouette. Et puis, il y a l'aspect aussi graphique avec Leo Max qui, tant dans l'utilisation des angles de la mise en scène, en fait, arrive aussi à jouer avec son lectorat, en fait, tout simplement, à t'amener là où il veut, t'es prise au piège, littéralement des planches, quoi. Et quand il doit amener les éléments un petit peu de twist, quelque part, tu te fais avoir, quoi. Donc, très très bonne lecture. De toute façon, Hill House a eu quelques vraiment très très bons titres. Et Corentin me dit ouais mais ça fait longtemps que tu parles et tout ça, j'ai aussi envie d'en placer une. Tu dis tout, je vais plus avoir grand chose à dire après. Ah t'avais d'autres trucs à dire peut-être? Bah en fait là je voulais parler de Léo Max du coup. Alors c'est pas grave, non mais c'est pas grave. C'est bien de te voir passionné. Je n'en dis pas plus ouais, parce que pour le coup c'est vraiment une très bonne lecture quoi. Bah, effectivement moi c'est aussi le genre de truc qui me parle vraiment parce que c'est vrai que la BD d'horreur une BD ne parle pas Corentin, extraordinaire. Je t'arrête tout de suite. Ça peut prendre tout un tas de formes. Non nul en fait nul. Non, je vais même pas faire semblant de rire. Franchement. Des fois il m'arrive de forcer un peu. Tu sais que souvent je reçois des DM des gens qui viennent me dire si ta blague a été drôle et vraiment, tu vois. Montre-moi ça. Je veux voir ces DM. Je vais te montrer ça. Vas-y, continue. Donc, qu'est-ce qu'on disait? En fait, tu m'as interrompu. Leo Max, tu parlais de Leo Max. La BD me parle, Arnaud. Oui. Me parle. Elle peut pas te parler, mais vas-y, ok, ouais. Corentin, viens, vas-y, termine-moi. Donc, ouais, c'est vraiment le genre de délire auquel j'accroche parce que c'est vrai, voilà, effectivement, que la bande dessinée d'horreur, ça peut prendre tout un tas de formes, tout un tas de variations. Il y a des trucs qui sont plus dans le Lovecraftien, plus dans le monstre. J'ai peut-être plus de facilité avec Lovecraft qu'avec justement les trucs comme ce que fait Juan Ferreira, par exemple, qui est vraiment de la BD très graphique, avec des créatures, avec des découpages, etc. Enfin, des découpages, en l'occurrence pas des découpages de bande dessinée, mais des membres découpés, des trucs arrachés, de la vraie violence un peu vénère. Là, c'est vrai que ça parle plus au côté fan de Stephen King. C'est très clairement un truc qui aurait pu être un film dans les années 80-90, ou un téléfilm, ou ouais, non, même un bon film de cinéma. Ça fait penser un petit peu à Pirate de Carpenter, tu vois, ce côté vraiment la petite ville portuaire, insulaire, dans lequel en fait il y a déjà des crasses au niveau des humains, on va dire, et dans lequel s'ajoute un côté un peu horreur mystique qui donne du corps, qui donne de la personnalité à l'objet. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, Joel, il est connu aussi justement comme un peu comme son père, pour prendre ces stéréotypes de l'horreur et pour leur rajouter une sorte de petit twist inattendu. Par exemple, Horns, justement, c'est le coup des cornes, tu vois, quelque part, c'est pas utile au scénario forcément, mais c'est vrai que ça participe, ça donne une fantaisie, une petite originalité, une petite trouvaille inédite dans la façon de montrer l'horreur humaine. Et d'ailleurs, Horns, c'était aussi ça, hein, pareil, les révélations, le fait que le héros ne souvenait pas ce qui était arrivé à sa copine et tout. Moi, le décor portuaire, etc., ça me fait vraiment tellement kiffer, c'est super beau. Ça me rappelle les endroits où on allait en vacances quand j'étais petit, dans les îles anglo-normandes. Voilà, je suis breton. Et pour le coup, vraiment, effectivement, le personnage de June, il est très inattendu parce qu'elle démarre justement comme une Scream Queen. Et moi, justement, je me suis posé la question, est-ce que la hache enchantée lui donne cette personnalité un petit peu plus fourbe qu'elle aura plus tard? Mais je croyais que ça allait aller vers là, en fait, pas du tout. C'est vraiment juste, c'est cette espèce d'écriture, ouais, qui quelque part assume d'être... d'avoir cette gouache, ce phrasé, ces dialogues qui fusent super vite, ces échanges de punchline où tout le monde s'envoie chier et tout, qui marche vachement bien. Tout le truc sur le héros, sur le héros qui justement a cette espèce de twist lui aussi. L'intrigue, quelque part même, m'a surpris au milieu de volume parce que justement, je m'attendais vraiment à ce qu'il aille pas du tout vers là et finalement, quand il le fait, il arrive à l'intégrer de manière assez fluide et dynamique. C'est vraiment une super bonne BD d'horreur, franchement j'ai vraiment super kiffé. Et ouais, Léo Max, brutasse, il y a des splash pages où il fait des effets, on dirait vraiment des pochettes de vieilles VHS d'horreur en fait, vraiment, ouais. Où tu sais t'as l'ombre de tel personnage qui avec un membre coupé, la pluie et tout, les couleurs sont extraordinaires, ça fait carrément corps avec le propos en fait, même du bouquin lui-même. T'as le côté angoissant, le côté en même temps c'est beau, le côté c'est la tempête, etc. Donc tout marche bien pour moi, vraiment. On n'est pas très loin justement d'un truc que je dirais c'est un coup de cœur. À ceci près que je trouve la fin un tout petit peu anticlimatique parce que je m'attendais à ce que la hache et l'origine entre guillemets de l'artefact soient mis à contribution du récit. Et en fait, au-delà du gimmick, ouais, on s'en fiche un peu. Ouais. En fait. Mais ça après c'est pas grave puisque justement comme je le disais pour Horns, il n'y a pas spécialement d'explication sur, enfin je crois en tout cas de mémoire sur comment les cornes poussent et compagnie. C'est plus une sorte d'allégorie. Là, l'allégorie voudrait justement que
ce soit plus une sorte d'objet libérateur qui, quelque part, comme il fait parler les morts, permet de mettre un petit peu de lumière sur les vrais secrets de la ville et compagnie. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Mais même juste sans ça en fait, il y a un côté Creepshow. Tu vois, il y a un côté les contes de la crypte, ce côté un peu, c'est de l'horreur grinçante, qui a un twist qui veut rien dire et qui convoque un humour absurde, en fait. Tu vois, vraiment, qui convoque un humour absurde, vraiment des contes de la crypte, qui me rappellent vraiment ce que j'ai regardé quand j'étais gamin. Ouais, non, mais c'est ça, c'est drôle, et en même temps, ouais, dans la résolution, il y a quand même, enfin, une volonté de pas aller vers le happy ending ou une résolution simpliste, et en même temps qui est en adéquation avec ce côté, ouais, jusqu'au boutiste de June, en fait. Et, ouais. Et ça a le mérite, du coup, vraiment de te prendre à contre-pied et en même temps, du coup, d'aller vraiment jusqu'au bout de ses idées, tu vois. Et c'est quelque chose d'assez rare, au final, je trouve, quand on est chez un gros éditeur, en fait. Preuve étant que DC, là-dessus, a clairement laissé carte blanche à son auteur, je pense. Complètement. Bon, au niveau de la même... j'allais dire au niveau de la sexualité, puisque forcément, là encore une fois, on peut revenir à Creepshow, mais ça joue un rôle dans ces histoires-là aussi, parce que c'est souvent justement enfin, dans le genre plus général, justement, du film d'horreur années 80-90, avec ce paysage assez paradisiaque, dans lequel vient s'instiller de la violence, il y a souvent aussi une approche, enfin, une main tendue vers la sexualité. Là, en l'occurrence, c'est fait, mais c'est pas fait de manière vulgaire ou perverse, c'est-à-dire que le personnage de June, c'est une jeune nana un peu sexy. Ça joue un rôle dans le scénario, ou plutôt dans la mise en scène ou dans l'iconisation du personnage, mais c'est jamais justement complaisant, c'est jamais concupiscent, c'est vraiment juste fait comme un vrai slasher où il y a toujours généralement une sorte de micro-propos embarqués pour rajouter en fait un côté vraiment très corporel à tout ça. Donc ouais, puis voilà, encore une fois, vraiment, Léo Max, quand tu veux, tu reviens, frère, c'est beaucoup trop fort, quoi. Donc ouais, les mois, tu vois, pour l'instant, là, le podcast, je dis les deux, vous achetez. Voilà, si vous êtes fan de Evangelion, vous achetez. Si vous êtes fan de Kaiju, vous achetez Big Girls. Si vous êtes fan de Stephen King et de ça, de Creepshow, enfin des contes de la crypte, tout ce qu'a fait Joe Hill jusqu'ici, go. Ok, et donc c'est sorti chez Urban, donc Comics, et ça coûte 18€. Et la couverture est pas top par rapport aux nombreuses variantes qui avaient été faites. Je tiens à dire qu'il y a des vraies meilleures couvertures qui sont normalement du coup insérées dedans. Le dessin ne ressemble pas du tout à ça, donc si vous vous arrêtez devant et vous dites oh, c'est ça Léo Max, c'est pas terrible, feuilletez-le quand même, parce que c'est vraiment c'est beaucoup plus ligne claire à l'intérieur que ça fait vraiment pochette de DVD, je trouve, ou tu sais, de roman un peu horreur de gare, quoi. La cover, je l'aime pas du tout pour le coup, mais la BD elle-même est magnifique. Ce sont tes goûts, Corentin, et je ne les remettrai pas en question. C'est très gentil, c'est respectueux, ça, Arnaud, c'est courtois. C'est vrai, ça ne m'arrive pas souvent de. Si je dis que le Megazord il est bien, tu ne pas mes coups. Toujours par là, par contre, je me lève et je te fais caca sur la bouche, viens. tout simplement. Allez, on continue du côté de l'indépendance, qu'on va en fait aborder que des sorties en indé, grosso modo. Alors pas chez des éditeurs forcément indé, puisque Urban ça n'a rien d'un éditeur indépendant techniquement, mais qui sont sortis on va dire dans un registre indé lorsque c'est publié aux États-Unis. Et donc on passe du côté de Delcourt avec une histoire qui s'appelle Le Retour du Merci. Le Retour du Merci. Tu l'as déjà fait, ça. Ouais, je crois que je l'ai déjà écouté. Le Retour du Merci, tu l'as déjà fait. Mais je la fais pas exprès. C'est que juste j'articule mal et je me plante en fait. Et voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. T'imagines un titre qui s'appelle Le Retour du Merci. Genre le mec il avait jamais dit merci de sa vie. Il était mal poli. Et puis un jour. Il a disparu, puis il est revenu, il a dit merci. Merci, c'est ça. Et tu fais waouh, que se passe-t-il? Là, tu m'as bien eu. Ouais, c'est ça. Et après il fait je savais pas quoi répondre et tout. Je lui ai pas dit de rien. J'ai fait je savais pas, j'étais désemparé. C'est vrai ce que je t'ai dit sur les blagues, t'es trop longue. Non. Plus c'est long, plus c'est bon. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc c'est parfait. Allez, donc du coup, le retour du Messie de. Merci. De Marc. Tu fais toujours l'erreur, c'est le retour du merci. C'est le retour du merci. C'est bon, t'as fini? Parfait. Non, mais vous savez, parfois il est comme ça. C'est les gosses. Donc Mark Russell. Mark Russell, Richard Page et Leonard Kirk. C'est ça. Bravo Arnaud. Donc Jésus Superman, Jésus revient. Bromance, amour, tout simplement. Voilà. Grosso modo, c'est un peu comme ça si on devait définir le comics en 4 mots. Ouais, alors pour résumer, effectivement, ça parle donc c'est une œuvre satirique qui parle de la Bible, grosso modo, de l'Ancien et du Nouveau Testament, en racontant un petit peu une version corrigée de l'histoire humaine, en prenant en compte avec un regard un peu sarcastique et narquois les grands hauts faits de Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Et ensuite de la venue de Jésus sur Terre et de ce pourquoi Jésus n'a pas été autorisé à revenir contrairement à ce qu'il avait promis.
Et du coup, voilà. Et retour dans le présent, entre guillemets, enfin le présent contemporain de la pop culture, avec un super-héros qui est Sunstar, qui est l'équivalent de Superman, tout simplement, et qui a sa propre Lois Lane et qui veut avoir un enfant avec elle. Dieu considère, en voyant Superman qui fait un meilleur boulot selon lui que son fils, qu'il faut renvoyer Jésus sur Terre pour que Jésus apprenne à mettre des pains. Et quelque part, Jésus, en contact de Sunstar, veut lui apprendre la douceur, le pardon et la fraternité. Donc voilà, réflexion sur les figures messianiques, puisque comme on l'a pu le voir même très récemment avec la Snyder Cut, Superman est un petit peu l'équivalent contemporain de Jésus dans l'imaginaire pop culturel américain. Mais Jésus est Jésus, ils n'ont pas du tout la même façon d'approcher les choses. On a rarement vu dans le Nouveau Testament Jésus régler des problèmes avec des lasers des yeux. Alors, sauf dans Jésus 2, le retour. Ouais, voilà. Fameux, ouais. Avec Jean-Claude Van Damme. Non, c'est Stallone, je crois. C'est Van Damme ou Stallone, je sais plus. Dans lequel j'ai des inconnus. Ouais, je sais plus, mais tu sais, le fait même de citer les inconnus, ça fait de nous de vieux boomers, hein, quand même. C'est vrai. Oh non, c'est intemporel, les inconnus. Ouais, quand même. Est-ce que tu as vu Jésus ce matin au marché? Il distribuait des pains, c'était incroyable. C'était énorme, c'est ce que je préfère, c'est vraiment et Jésus leur dit, allez voir là-bas si j'y suis. Oui, et ils y allèrent. Alors, ça vous épate? Ça vous épate? C'est nul. Donc là, on est un petit peu dans le même esprit. C'est vrai que Mark Russell, c'est un mec qui a déjà un historique avec la satire religieuse. Quand le bouquin est sorti, il a déclenché une polémique auprès de nos amis républicains conservateurs. Ah, tu veux dire, attends, est-ce que j'entends la cancel culture, ça? Exactement, c'est voilà. bizarre, ça. Non, cancel culture, c'est quand tu veux interdire les hétéros blancs. Ah oui, quand tu veux interdire les œuvres qui parlent de Jésus ou qui ont des personnages gays ou noirs ou des femmes, c'est juste un mec bien. D'accord, ok. C'est un mec raisonnable qui veut pas mettre de la politique partout. Ah oui, c'est vrai. Tu confonds tout le temps, Arnaud. Mais oui, mais c'est perturbant, hein, quand même. Voilà. Ça. Donc en l'occurrence, après c'est passé donc chez Ahoy, donc une jeune société d'édition aux États-Unis qui quelque part est très perméable au niveau des idées de Mark Russell, parce qu'ils avaient déjà fait un titre de parodie de super-héros qui était The Wrong Earth, l'autre Terre en France. Et voilà, donc c'est super intéressant parce que ça prend vraiment au sérieux en fait le vrai décalage générationnel originel c'est le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Puisque, bon, ça c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais littéralement, puisque voilà, l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est très vengeur, qui est très colérique, qui n'hésite pas justement à bourriner, alors que le Nouveau Testament, c'est plutôt le pardon, l'entraide, la bienveillance, la etc. communion. Voilà, et donc là, on voit bien effectivement Dieu, qui est un vieux connard. Lui, c'est un vrai vieux connard. Qui est un vieux connard, mais absolu, qui est vraiment le vieil enfoiré de base. Il est trop nul, ouais. Il est nul à chier, et qui vraiment veut exterminer l'espèce humaine, parce qu'il est déçu. Parce qu'il a le seum, ouais. En fait, c'est vraiment à partir du moment, enfin, c'est vraiment, il prend le fait qu'à partir du moment, de toute façon, où Adam et Ève ont commis le péché originel qui était de manger des fruits, où Mark Russell a vraiment cette façon très drôle dans la satire en disant, ouais, enfin, le gars, il a quand même mis un arbre avec des fruits en plein milieu de leur jardin, il a dit, ouais, n'y mangez pas, c'est comme dire ça à des gamins de pas mettre les dents dans la prise, tu vois. Oui, ça va arriver. Et à partir de ce moment où ils ont commis le péché originel, de toute façon, Dieu il a dit que voilà, de toute façon, voilà, il allait leur mettre la chouma, quoi, tu vois. Donc, exactement, ouais. Mais ça pointe beaucoup d'incohérences dans ces récits-là, en fait. Je pense que ce qui a dû énerver, enfin, quand Mark Russell il en parle, tu vois, il dit on m'a accusé d'avoir fait un blasphème. Et en fait, j'ai compris que faire un blasphème, c'est grosso modo avoir une opinion sur la religion. Et du coup, effectivement, j'ai commis ne pas la suivre. Oui, c'est ça, et ne pas suivre en fait des écrits faits il y a je sais pas combien de millénaires parce qu'en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout un récit qui est anti-religieux en fait. Hein. Non, mais au contraire, Jésus est même plutôt le héros du bouquin en vérité. Il est trop bien, Jésus. Non, mais en fait, ce que Mark Russell vraiment s'attache à démontrer, c'est d'une part en fait qu'est-ce que sont réellement en fait les enseignements de la Bible selon lui, hein, selon sa propre opinion, où il est vraiment en train de remettre en question. Alors il le fait s'exprimer par les personnages du récit et par Jésus même en tant que tel. Quand Jésus voit en fait ce qui est advenu du catholicisme ou de la chrétienté aux États-Unis avec voilà, les mouvements font complètement intégristes là, l'homophobie et tout ça, voilà, où il est vraiment lui-même en train de dire mais attendez les gars, ils ont rien compris de ce que j'ai dit il y a 2 millénaires, et c'est pas la religion qui est mise en cause, mais en fait la façon dont l'homme l'utilise en fait, et dont l'homme l'a perverti quelque part, a perverti les messages, ou a choisi de retenir que certains messages pour faire valoir voilà des intérêts plutôt politiques derrière, donc c'est à la fois un discours, enfin c'est Mark Russell qui dit à la fois j'ai lu la Bible parce qu'il les a lus, parce que voilà, comme tu dis, il y a un lien passif derrière. Il a fait 2 bouquins illustrés qui s'appellent donc God is Disappointed in You et Apocrypha Now, qui sont déjà en fait une moquerie en fait de tous les écrits absurdes ou des interprétations absurdes des écrits religieux par l'homme. Et donc là en fait, il montre vraiment en fait voilà ce que je pense être ce qu'il faut retenir en fait ces écrits, c'est-à-dire que les notions de pardon, en fait c'est comme ça que tu avances en fait, et c'est à ça que peut servir réellement la religion en fait,
côtés. Pourquoi elle a des bons côtés. C'est pas du tout un truc qui est complètement athéiste ou anti-religieux du tout. Et de la même façon, il pointe aussi les limites justement de la forme super-héroïque qu'incarne Superman, en montrant que en fait, être un héros, c'est pas simplement voilà, jouer des coups de poing et jouer du tir au laser et tout ça, parce qu'il y a des problèmes qui ne se résolvent pas par ce qui est littéralement de la violence. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de toujours le prendre en compte comme ça quand on lit une aventure de Superman, mais il faut bien se dire, oui, toi-même, quand tu es dans des conflits, Corentin, tu ne résous pas les problèmes en fait avec tes poings. Ou avec tes lasers des yeux, parce que parfois tu le fais mais c'est pas super. Mais c'est dur à monter. Ouais, mais c'est en plus plus concentrer et tout, loucher un après peu, faut vraiment t'énerver. C'est vrai qu'une fois tu me l'as fait, c'est vrai que t'as ça encore la marque sur l'arrière du cul. c'est ça. mais voilà, c'est vraiment de dire que en fait ouais, il y a d'autres façons d'être un héros, et quelque part voilà, c'est les deux apprennent, parce que les deux pensent que chacun tu peux faire tout l'un ou tout l'autre, et en fait ouais, c'est ça, voilà. deux, quoi. Voilà. Et justement, mais il y a aussi des corrections historiques par rapport à justement la façon dont on a appris, nous, le catéchisme, etc. Ou par exemple des trucs sur comment est-ce que la Bible a été conçue, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas retenir juste le symbole de la croix et la souffrance de Jésus, comme ça a pu être le cas par exemple dans le film Jésus, tiens, par exemple, où justement limite le propos de Jésus avait moins d'intérêt que la façon dont il est mort. Il y a aussi justement vraiment ce truc sur l'aspect belliqueux de l'être humain, en fait, et de pourquoi c'est compliqué d'être un humain. J'allais dire en 2021 ça a toujours été compliqué d'être un humain, mais avec justement ces rapports de haine, ces rapports de domination, cette envie de l'humain d'en découdre et d'asservir son prochain, de créer des systèmes de domination qui sont ce qu'il est. J'aurais quand même une scène par exemple dans cette BD où Superman va casser la gueule à des mecs qui font des cartes Pokémon contrefaites. Ça c'est pareil, ça c'est une énorme critique justement du côté corporatiste des super-héros. De toute façon, si vous êtes fan de, par exemple, The Pro, je pense, de Garth Ennis, ou même du coup tous les parodies qu'a fait Garth Ennis de super-héros, il y a vraiment Mark Russell, on sent qu'il s'amuse à justement se foutre un peu de la gueule de DC Comics précisément, parce que voilà, les personnages de super-héros qu'il y a dans la BD, c'est un peu des caricatures d'eux-mêmes, tout en ayant quand même un propos assez bien foutu sur le fait que voilà, Superman il peut pas avoir d'enfant avec Lois normalement, parce que simplement lui il vient les hommes viennent de Mars et de Saturne, et les femmes de Saturne, mais là en l'occurrence oui, vraiment de Vénus du coup. Mais lui en l'occurrence il est juste pas de la même espèce, voilà, quoi. c'est ça. Donc du coup ils veulent l'adopter, on voit que c'est compliqué et tout, mais je trouve ça assez touchant comme petit segment, justement. C'était bien qu'ils mettent ça pour ne pas avoir que de l'humour. Même Jésus lui-même, t'as l'impression qu'il est un peu désemparé face à la façon dont l'humanité se comporte, parce que tu peux comprendre qu'effectivement, quand il revient dans le présent, c'est devenu une sorte d'avatar pour la haine et pour la promotion publicitaire aux États-Unis. Il y a une scène qui m'avait fait beaucoup rire aussi, où les flics l'envoient en prison et il dit mais attendez, je comprends pas, j'avais dit à tout le monde que je revenais il y a 2000 ans, donc pourquoi maintenant que je dis que je suis revenu, personne me croit, tu vois. Et tu te dis effectivement, mais c'est pas con, si Jésus il revenait maintenant, on le foutrait à l'asile, tu vois, on n'écouterait même pas ce qu'il a à dire. Mais c'est ça, c'est parce que lui-même explique en fait à des évangélistes ou des intégristes en fait ce que sont réellement ses discours, et on l'accuse lui-même de blasphème. Il pète la gueule même. C'est ça, il pète la gueule. Ouais. Ça va pas ou quoi et tout. Mais du coup, donc c'est vraiment caustique, super BD. c'est drôle, c'est noir, c'est tendre. Mais après, c'est ce qu'on vous dit souvent. De toute façon, vous connaissez notre amour pour Mark Russell. Depuis toujours, c'est quelqu'un qui sait réellement manier la satire sans juste se moquer, mais avec vraiment un fond de réflexion derrière. C'est pas juste, c'est pas du Garth Ennis pour le coup. Tu vois, c'est moins vulgaire. Remarque, tu me diras, il y a Preacher aussi où il y a une vraie réflexion, mais c'est plus ça tire à boulet rouge. C'est moins sale gosse quand même. Voilà, quoi. Exactement. Et au niveau du dessin, donc on a deux artistes. Alors au départ, l'idée c'est de faire communiquer la partie Jésus dessinée par Leonard Kirk, il me semble. Et la partie Superman dessinée par Richard Page. Voilà, Richard Pace. Au bout d'un moment, ils se font des passes entre les cases parce que c'est plus facile. Il y a des très beaux flex de dessin. Quand ils arrivent au paradis avec Superman, c'est par exemple super joli, avec la baleine qui vole dans le fond, c'est trop beau. Et dans l'ensemble, c'est vraiment, je dirais, un très bon produit. Vous pouvez bien rigoler. Vous pouvez peut-être apprendre des choses sur la religion, parce que moi, c'est vrai que au demeurant, j'ai étudié un peu la Bible, mais c'est vrai que les contemplations modernes des Américains dessus, je m'en bats un peu la race. C'est d'ailleurs, je trouve ça très ironique que justement la BD ait été censurée par des cathos intégristes, des protestants intégristes. Qu'ils ont tenté de voilà, alors que justement la BD, entre guillemets, déjà dénonce leur compréhension de la chrétienté et répond en fait même à la critique qu'ils lui ont reproché, ce qui est toujours un peu paradoxal. Mais c'est cool que ce soit sorti du coup aux États-Unis, c'est cool que ça nous arrive en France. Mark Russell, on le sait, c'est un mec qui compte de plus en plus dans la BD, que ce soit en mainstream ou en indé. Là, quelque part, ça fait partie des trucs qu'il faut lire sur lui, parce que c'est le prolongement d'une longue carrière de réflexion sur ce sujet-là.
Ouais, vraiment la prolongation en comics de ses tout premiers ouvrages, tout simplement. Tout à Donc, fait. voilà, il y a une suite aussi qui s'attaquera plus au côté Superman que au côté Jésus. Ouais, puis avec cette idée justement de le fils du dieu moderne, en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc de toute façon, ça a toujours été. Voilà. Mais avec on avait parlé du premier numéro dans un ancien Back Issues où voilà, le premier chapitre c'était vraiment une relecture ultra au vitriol de la chute de Krypton qui est assez mortelle. Oui, tout à fait. Ouais, qui est pareil, qui parle d'écologie moderne et tout. Non, mais pareil, tu vois, le Sunstar, je pense que pour des gens qui sont fans de Superman et qui trouvent peut-être que on manque un peu justement de réflexion plus humoristique ou peut-être plus réaliste aussi, tu vois. C'est quand même plutôt bien foutu. Le pan super-héros est aussi bien travaillé. Il y a des vrais trolls envers Batman et tout qui sont bien fichus. Non, je pense que ça peut carrément trouver son lectorat, quoi. Ouais. En tout cas, on l'espère et on vous le recommande. Donc, c'est chez Delcourt et ça vous coûtera 16,50 €. L'occasion pour nous de vous rappeler que dans la description du podcast, il y a des petits liens qui vous ramènent chez nos partenaires de Comic Zone et donc commander chez eux. C'est à la fois soutenir une librairie indépendante et donner un petit coup de pouce à votre podcast comics préféré. Donc, merci à celles et ceux qui nous soutiennent de cette façon. Je donne un petit coup de pouce. Ah, d'accord. Okay, j'ai donné un petit coup de pouce. D'accord. T'as compris ? Il m'a tapoté le bras avec son pouce et du coup, j'ai pas compris. Bravo, Corentin. J'ai vraiment pas compris. Ouais, j'ai vraiment pas compris ce que tu faisais. Donc, avec tes bêtises, on va passer déjà au dernier ouvrage chroniqué, mais comme on a plein de choses à dire dessus, ben voilà, vous voyez que ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble et donc on va vous parler d'une sortie d'un autre éditeur indépendant qui a paru récemment sur le marché de l'édition américaine, qui s'appelle AWA, donc pour Artists, Writers and Artisans Studios, du coup. Donc le label s'appelle Upshot à la base et donc c'est un éditeur qui a été monté par deux anciens de Marvel, donc Axel Alonso et Bill Gemas. Et donc là, le titre de lancement, ça s'appelle The Resistance. C'est écrit par J.M. Straczynski et c'est dessiné par Mike Deodato Jr. Corentin, moi je t'en parlais depuis octobre 2019 parce que j'avais eu la chance de pouvoir lire le premier numéro justement avec un catalogue de previews Upshot que j'avais récupéré sur leur stand à la New York Comic Con et je t'avais dit putain c'est trop bien. Et donc, tu l'avais cru, hein. Et tu m'avais cru, mais c'est juste que tu avais attendu pour rattraper la chose. Un titre en plus qui a eu une résonance particulière puisque après cette preview, en fait, le premier numéro était sorti au mois de mars 2020 et c'est un titre qui parle au départ d'une pandémie qui éradique 200 millions de personnes sur Terre. 400 millions, pardon. Et voilà, qui est sorti au moment où le monde entier se confinait. Donc vraiment, de toute façon, c'est un titre qui est complètement ancré dans son contexte de publication. C'est impossible de ne pas regarder les news en même temps que tu sais de BD. C'est vraiment flippant. Hein. Ouais, non, il y a des trucs qu'il a prévus qui sont vraiment flippants. Mais il y a des trucs, il y a des trucs qu'il a prévus et qu'il avait écrit effectivement qui sont assez dingues de lucidité, surtout qu'il est plus tout jeune, Straczynski quand même. 66 ans. Ouais, c'est ça. 66 ans. Et donc c'est sorti, puisque c'est Iowa, donc en fait a été récupéré en tout cas sur certains de ses titres chez Panini Comics. Et donc il y a ce premier tome qui nous sort. Il y a un deuxième dont on parlera dans un prochain Back Issues Year Zero, donc on vous reparlera prochainement. Mais donc The Resistance, Corentin, ça tue. Voilà, ça tue. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Là, si vous avez un budget restreint, désolé Nicolas, il faut acheter celui-là. Même si c'est du Panini, même si c'est cher, etc. Honnêtement, si ça avait été ailleurs, j'aurais dit la même chose. On est vraiment sur un truc qui, pour moi, c'est pas seulement que c'est bien, c'est que c'est important de le lire. Tu vois, après, on va encore me dire que je suis un taré, mais je pense vraiment que c'est le genre de BD qui peut te donner envie de te bouger le cul, en fait. Tu vois, c'est vraiment des trucs qui te parlent du présent. Avec le spectre des super-héros, ce qui nous rappelle que ceux qui veulent opposer politique et super-héros sont dans le déni ou depuis 80 dans la connerie. Ils sont dans le déni depuis 80 ans. Oui, c'est ça. Et donc voilà, parce que le pitch, c'est que les survivants de cette pandémie qui ont été infectés donc par ce mystérieux virus sorti d'un peu nulle part. Une partie d'entre eux obtiennent des super-pouvoirs. Voilà, qui vont de super-pouvoirs très classiques à des trucs plus anormaux. C'est un petit peu une ressucée du concept de Rising Stars que Straczynski avait aussi complètement écrit, Rising Stars. C'est complètement Rising Stars et c'est un peu Sense8 puisque J. Michael Straczynski a co-créé la série Sense8 avec les sœurs Wachowski. Petite obsession alors de la part du monsieur. Voilà, moi je pense qu'en fait, si tu veux, lui, ce qui l'intéresse, et c'est pour ça probablement qu'il ne travaille plus avec DC Comics, c'est de parler du super-héros pour parler du contemporain. Et le problème, c'est quand tu fais ça dans une structure comme DC ou Marvel qui a un peu peur des sujets politiques. Encore que, en le lisant, je me suis aussi fait la réflexion quand même, on a Hickman sur les X-Men, on a Straczynski qui revient en super-héros, on a quand même dans une bonne époque au niveau politique super-héros. Donc oui, effectivement, en fait c'est une série qui ferait un peu penser en 6 numéros à la série Earth 2 de Taylor, je crois, dans le fait que ça prend la globalité d'un monde et pas un personnage isolé. Donc grosso modo, le virus frappe,
c'est impressionnant. Enfin, quand il y a des cases qui vraiment te font peur en disant qu'il a vu ça. Enfin, il a vu ça. Il n'a pas vu ça. Il est pas. Non, mais il a imaginé. Voilà, le premier numéro était publié en previews en octobre 2019, donc bien des mois avant que le premier cas soit. Oui, mais il a sûrement et il a inventé le truc avant, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc il y a vraiment des cases qui te font. La case en Chine dans l'état-major, c'est vraiment, tu dis, mais what the fuck. Donc ça parle de ça. On va voir un petit peu comment les États vont essayer de gérer ce virus-là qui s'arrête sans raison. On va expliquer plus tard d'où vient l'origine du virus en réalité, etc. Mais ça, c'est vraiment pas important. Ça, c'est le moule fictionnel qui va servir de propos à l'ensemble. Et après, on débarque sur autre chose. On te dit la Russie a envahi la Biélorussie. Donc c'est compliqué quand même de pas penser à un truc qui s'appellerait la Crimée, par exemple, à la façon dont justement les débats publics ont été soulevés pour justifier une invasion qui n'allait pas de fait. On te parle de la façon dont les super-héros modernes sont en fait des pantins qui sont juste gérés par des corporations dont le but est juste quelque part à la fois de faire du travail d'intégration pour les minorités, ce qui est pas faux non plus, et en même temps juste de fournir du divertissement, du spectacle qui n'a aucun rôle social, qui n'a aucun rôle concret entre guillemets. En fait, là, dans ce monde de super-héros, comme il y a des gens qui ont des super-pouvoirs, le gouvernement s'en rend compte. Et pour les canaliser, et pour les contrôler, et pour les référencer, s'organisent des boîtes qui font du catch de super-héros, en fait. C'est-à-dire qu'ils font des super-vilains, ils font des super-héros, et le but, c'est de faire des prestations de spectacle public pour divertir la galerie, etc. Et le mec t'explique, ouais, mais comme ça, tu peux faire accepter ta condition aux gens. Comme ils voient un spectacle de super-héros, ils disent que c'est normal, finalement, que ça existe et tout. Exactement comme, tu vois, les Black Panther, etc., qui sont là aussi pour normaliser la présence des Noirs dans le conflit collectif américain, etc. Ça te parle aussi de ça, ça te parle des quartiers de minorités, qui ont été complètement ignorés par le pouvoir avec la pandémie, comme dans la vraie vie, où on sait qu'il y a eu beaucoup, justement, parce qu'il y avait moins de protection sociale à cet endroit-là, les gens étaient moins informés, et on envoyait juste moins de flics pour contrôler dans ces coins-là. Il y a eu beaucoup plus de victimes dans les quartiers pauvres, etc., etc. Ça te parle de... Ça te parle aussi du côté... comment empêcher ces jeunes, parce qu'en fait le virus touche beaucoup les jeunes, c'est entre 20 et 35 ans que tu peux avoir des pouvoirs, grosso modo. Il t'explique que ces gens qui peuvent changer le monde, s'ils se liguaient, s'ils s'unifiaient, les ambassadeurs du monde te disent il faut qu'on arrive à les persuader qu'ils n'ont aucun pouvoir, que leur génération elle est sacrifiée, qu'elle est foutue, il ne faut pas qu'ils s'allient, il ne faut pas qu'ils se liguent. Exactement comme le choc générationnel du présent, en fait, où on sait justement qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent, qui essaient de changer les choses, et quand tu écoutes les discours politiques, on t'explique que c'est foutu pour vous, pas de retraite, que vous pouvez rien faire, etc. Vous êtes des petits chieurs, quand c'est le culturisé, etc. Mais il y a vraiment un niveau de densité à chaque numéro, mais qui est juste impressionnant, quoi. Après, il y a du complotisme, il y a des bizarreries, etc. Mais dans l'ensemble, c'est ultra bien foutu, c'est ultra chargé. En 6 numéros, il te parle vraiment, mais c'est une cartographie de la politique moderne. Et c'est d'autant plus flippant, justement, avec ce truc de virus qui te dit... Après, lui, du coup, il place son Donald Trump après le virus. Alors que du coup, nous, on a vu qu'il était justement présent dans le présent. Là, en l'occurrence, c'est Ed Harris qui joue Donald Trump, puisque McDotto Jr. le désigne vraiment avec la gueule de Ed Harris. Une fois qu'il a été élu, il dit on va imposer des mesures de sécuritaire. Donc, couvre-feu, interdiction de se déplacer d'un état à l'autre. Tu dis what the fuck? Et le mec lui répond mais ça va rien changer à la propagation du virus, c'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses, on a les statistiques, on a les chiffres, on peut le prouver. Et le mec il te répond ouais mais il faut faire semblant qu'on fait quelque chose. Là t'es obligé, moi j'ai eu le visage vraiment très très grand d'un mec de 44 ans qui souriait à la télé récemment, tu vois. Je te jure, mais ça m'a foutu une vraie tarte dans la gueule. C'est vraiment le genre de BD où tu te dis l'art, le divertissement peut vraiment convier ses idées dans un moule fictionnel qui passe très très bien, où tout est bien digéré, où tu sais, c'est pas forcé en fait. Tu sens que ça parle de réalité, mais c'est bien intégré, c'est du world. Non, mais le worldbuilding est ultra solide là-dessus. Hein. Voilà, carrément. Moi, je me rappelle très bien, parce que quand je l'avais lu en octobre, donc c'était bien avant aussi la pandémie, que quand même juste le pitch m'avait glacé. Vraiment, j'avais fait ah ouais, c'est lourd quand même. Cette mise en place et tout, t'y crois, le contexte, la façon dont c'est très bien expliqué, parce que je pense qu'il s'est un peu, il a fait de la littérature, il a étudié, enfin voilà, il a lu pas mal de choses, et donc c'est crédible en fait, tu vois. Bien sûr, il y a des pouvoirs et tout ça, et donc ça c'est pas, ça n'arrivera pas. Mais le fait est que c'est écrit de façon crédible, et donc que tu crois vraiment à cet environnement, oui, à la façon dont tout se construit. Mais par exemple, tu vois la façon dont il dit quand le virus est apparu, tout le monde avait une explication, et tu vois les différentes théories du complot qui sont les mêmes que tu as eu pendant le coronavirus, avec genre c'est un génocide de papier qu'on a inventé pour réduire la population mondiale, c'est pour le réchauffement qu'on l'a fait, c'est sûrement une arme bactériologique qui est sortie d'un labo, etc. Mais c'est vraiment, ouais, c'est un peu flippant de se dire que à la fois le monde du coup est si prévisible que ça. Je te dis par exemple, tu vois, le mec qui veut signer avec l'espèce de WWE de cet univers et finalement qui se dit non, parce que du coup c'est me corrompre que de le faire, donc je vais plutôt aller entre guillemets en indé et faire un vrai travail utile et engagé quelque part.
est-ce que c'est pas pareil, une mise en abîme de l'auteur indé qui refuse de continuer à travailler pour des boîtes qui n'ont pas en fait de vraies vertus? Il y a vraiment des niveaux de lecture qui sont justes mais incroyables. La raison pour laquelle moi je dirais pas que c'est un indispensable total, même si vraiment je vous conseille de l'acheter, de le lire, etc., c'est que je trouve quand même que Mike Deodato recycle un peu ce qu'il faisait déjà chez Marvel, en un peu moins coloré, parce que c'est pas cette espèce de quadrillage qu'il fait tout le temps sur les bords, en fait, où il te met une séquence au milieu, il fait des quadrillages sur les côtés et tout. Souvent, il découpe une scène en cases, ce qui fait un peu flex, un peu débile. Et puis, il y a des effets d'ombrage que j'aime moins bien. Ou par exemple, toi, quand il décalque tous les monuments des places publiques, c'est de la photo décalquée, hein, tu vois, ça se voit très clairement. Après, moi, j'aime bien cette approche ultra photoréaliste. C'est pas grave, parce que tu vois, moi, ça, c'est mon goût personnel, mais plein de gens vont adorer, plein de gens adorent ce que fait Mike Deodato Jr. Très honnêtement, je pense que c'est ce que Mark Waid aurait dû faire avec Ignited, par exemple. C'est vrai que ça échoue, ça réussit complètement ce que H1 a échoué à faire. Voilà, c'est ça, parce que c'était un peu le même truc avec les catastrophes naturelles et la génération sacrifiée, le côté les jeunes, on s'engage pour des sujets de société. En l'occurrence, Mark Waid avait choisi les tueries dans les lycées, entre autres. Là, pour le coup, c'est mieux digéré parce que ça te prend vraiment une cartographie mondiale où tu vois plein de points de vue. T'as des trucs qui sont marrants aussi, t'as des blagues cyniques, de toute façon, les gueules de l'info qui sont marrantes quand tous les ambassadeurs sont réunis, enfin du G5 ou je sais pas quoi, du Conseil de sécurité de l'ONU sont réunis. T'en as un qui fait il faut vite qu'on agisse avant que quelqu'un essaye de prendre ce virus et d'en faire une arme, et tout le monde se tourne vers l'ambassadeur russe et il fait quoi? Pourquoi vous me regardez moi? Et tu te dis oui, mais ça c'est tellement, tu vois, même juste par rapport à Spoutnik, tu vois, c'est tellement réaliste ces trucs là. C'est vraiment, c'est grave bien fait. Et limite, moi j'ai envie d'une ongoing, tu vois, j'aurais envie vraiment que ça. Il y a une deuxième mini-série. 50 numéros. Il y a une deuxième mini-série donc, qui s'appelle The Resistance Uprising qui a démarré en VO. T'as un spin-off qui s'appelle Moth, qui est justement cette catégorie des personnes qui en fait décident d'activer leur pouvoir, mais à partir du moment où ils le font, ils ont une durée de vie limitée. Ils s'éteignent justement à 6 mois comme des mythes, en fait, comme des insectes un peu éphémères, quoi. Et le seul regret, c'est pour l'édition VF, il n'y a pas le one-shot, justement, c'est juste les 6 numéros de la mini-série, parce qu'il y avait en fait Awa avait proposé pendant le confinement en fait 6 petits chapitres sur chacun des grands membres, on va dire, de la résistance formée, et que ça avait ensuite été compilé en imprimé et que ça n'a pas été intégré dedans alors qu'ils avaient le temps de le faire techniquement, donc c'est un petit peu dommage, mais malgré tout le récit, voilà. Non mais tellement, mais si vous êtes peut-être comme moi un fan de Sense8 qui regrette qu'il n'y ait pas eu de saison 3 ou 4, etc., on retombe dans cette écriture de Straz qui est très Wachowskienne, qui te dit grosso modo, avec la fiction, tu peux changer ton point de vue sur le monde si tu regardes aux bons endroits. Et là, quelque part, justement, il te dit où regarder en te parlant des problématiques du présent ou de la réalité dans un prisme de super-héros, sauf que le super-héros, c'est l'allégorie, grosso modo, de ton rôle à toi à jouer dans cette société. Alors évidemment, ça peut passer pour de la branlette de gaucho, ça peut passer pour le côté voilà, c'est facile de regarder le JT, noter des idées et en faire des personnages de fiction. Mais il y a vraiment un souffle, en fait. Il y a une âme qui, si tu veux, te dit en fait que cette réalité-là, elle n'est pas forcément inaltérable, que tu peux en fait justement, toi, dans ta vraie vie, une fois que tu as posé ton numéro, ton volume, tu peux essayer de faire une différence. Alors après, à nous de nous démerder pour trouver comment faire, entre guillemets. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est, encore une fois, c'est un énième, en fait, parce qu'il a beaucoup fait ça, Straz. C'est un énième, si tu veux, signal d'alerte en mode moi, avec mes BD, j'ai pas envie que de raconter des mecs en collant qui se tapent sur la gueule. Là, quelque part, il y a aucun super méchant, par exemple. Tu vois, il y a un super braqueur qu'on voit vite fait, mais c'est tout. Le but, c'est vraiment, grosso modo, de parler des super-héros qui sont donc la jeune génération contre les politiciens corrompus, qui, 1, n'ont pas empêché le virus, qui, 2, sont-ils responsables, qui, 3, vont nous faire un monde bien plus pourri, le monde d'après, bien plus sécuritaire, bien plus raciste, bien plus inégalitaire. Et là, justement, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour lire cette BD que maintenant, en fait. Parce qu'on n'est pas encore dans le monde d'après, on y arrive. Et franchement, non mais vraiment, là je suis très emballé pour le coup, ça arrive rarement. Ça fait plaisir. Achetez les 4 BD si vous pouvez, je dirais pas d'ordre particulier, mais achetez les 4 BD, mais celle-là, si vous êtes plus dans ce côté justement comics et politique, il y a pas de question à se poser. Très bien, très bien. Voilà. T'es d'accord? Maestro, bien sûr, complètement. Voilà. Et donc, voilà, 4 BD qu'on vous recommande fortement à l'issue de ce Back Issues. Et on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous intéresse. Et donc, n'hésitez pas, si vous partez à la lecture de l'un ou l'autre de ces titres, de nous en faire part. Les 4. Parce qu'on aime bien quand parfois vous nous écoutez, et ça fait plaisir de savoir que vous nous faites confiance sur ces recommandations de lecture. Et donc, on espère que dans ce cas, ça vous plaira. Et donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces titres. Et ma foi, Corentin, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast, et n'oubliez pas de partager également celui-ci pour faire pour mettre en avant ces 4 jolis titres. Salut à tous. Salut, générique. Je peux pas
C'est horrible. C'est horrible. C'était horrible. Et c'est pour ça qu'on va enchaîner tout de suite avec ce numéro de First Print. Tu veux le garder? Ah bon, on va le garder. Hein. Tant qu'à faire, tu sais quoi, on va le mettre à la fin. C'est une bonne idée. C'est ce qu'on fait. Allez, du coup, c'était un bonus enregistré a priori. Merci d'être resté jusqu'au bout.